was at the beginning was human cockfighting. It was. Relaxed and smiling. Oh, no! He slapped him! Oh, Khabib beat Conor. Putin was on FaceTime before he even made it to the locker room. Trump, sitting president, ex-president, watching all the fights, calling, wants to talk about the fights. Elon Musk, Zuckerberg. I mean, the list goes on and on and on. The most powerful people in the world are all obsessed with fighting. Le 11 juillet 2016, la société de production WME-IMG rachète l'UFC pour 4 milliards de dollars. À l'époque, c'est le rachat le plus cher de tous les temps pour une organisation sportive. Mais depuis ce rachat, la valorisation de l'UFC a encore triplé. Aujourd'hui, on estime qu'elle vaut 12 milliards de dollars. Il faut dire qu'en 32 ans d'existence, l'UFC est devenue la plus grosse ligue de MMA au monde. Chacun de ces combats est un événement mondain où on voit passer des célébrités comme Snoop Dogg et MrBeast et où les matchs sont commentés par Joe Rogan, le plus gros podcasteur du monde. C'est même l'un des rares événements sportifs où vous pourrez croiser Donald Trump, qui est fan de l'UFC et qui a été en partie élu grâce au soutien du président de la ligue, Dana White. L'UFC est tellement hégémonique que dans l'esprit du public, UFC égale MMA. Une domination qui ressemble à un monopole à tel point que l'UFC se prend régulièrement des procès pour violation de la loi antitrust. Mais si aujourd'hui tout le monde connaît l'UFC pour ses combattants arrogants, ses soumissions brutales et ses chaos spectaculaires, ça tient du miracle. La réalité, c'est que pendant les 10 premières années de son existence, l'UFC a été en permanence au bord de la banqueroute. Si l'UFC a survécu, c'est grâce à la vision d'un homme aussi déterminé que ses combattants. Dana White, un mec tellement essentiel que quand les actionnaires ont revendu l'UFC pour 4 milliards de dollars, le contrat de vente stipulait que White devait rester le président de la ligue. Sans lui, la success story de l'UFC n'existerait pas, et le MMA serait resté la version IRL de Fight Club, avec des combattants sous-payés qui se tapent sur des parkings de stations-service. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment l'UFC est devenu le sport de combat le plus populaire du monde, et comment sa stratégie marketing lui permet de générer chaque année plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est Félix Price pour Supernova et bienvenue dans ce premier épisode de Flashback. L'histoire de l'UFC commence dans une bibliothèque poussiéreuse de Californie. On est en 1993 et Art Davie est en train de feuilleter un vieil exemplaire de Playboy à la recherche d'une idée. Art Davie, c'est un publicitaire excentrique, passionné d'arts martiaux, et ça fait des années qu'il essaye d'inventer un nouvel art martial. C'est un projet un peu mégalo, mais qui fait totalement sens dans le contexte de l'époque. En termes d'audience, la boxe a toujours dominé le marché des sports de combat. Mais depuis les années 70, les États-Unis d'Amérique ont la fièvre des arts martiaux. Ça commence avec Bruce Lee et les films de kung-fu, et ça atteint son apogée en 1984 avec le film Karate Kid. Aujourd'hui, le film peut faire sourire, mais à l'époque, il fait exploser la demande pour les cours de karaté et des milliers de dojos ouvrent à travers le pays. Donc Art Davie est en train de lire Playboy parce que le magazine contient un reportage sur la famille Gracie. Les Gracie, ce sont des Brésiliens qui ont l'habitude de défier les autres clubs d'arts martiaux dans des combats libres où tous les coups sont permis. Le publicitaire comprend qu'il tient la poule aux œufs d'or, parce que dans le monde des arts martiaux, il y a une question qui obsède tout le monde, c'est celle de l'efficacité. Comme chaque pratiquant est convaincu que sa discipline est la meilleure, ça donne des débats à n'en plus finir pour savoir si le karaté est plus efficace que le judo, si la boxe française est plus puissante que la boxe thaï, et surtout pour savoir si ça marche vraiment quand tu te fais agresser dans la rue. Donc pour Art Davie, le calcul est simple. Le combat libre, ça va permettre de réaliser le fantasme absolu de tous les fans d'arts martiaux. Que ce soit les pratiquants, les amateurs de cinéma hongkongais ou les jeunes hommes qui s'éclatent sur Street Fighter 2. Par un extraordinaire coup du destin, plusieurs gratte-ciels ont émigré en Californie et possèdent un club de Jiu-Jitsu dans la ville où travaille Davie. Il les convainc de créer le tout premier tournoi d'arts martiaux mixtes des États-Unis avec un argument massu, ça va être une superbe publicité pour leur dojo. Maintenant qu'il a l'accord des gratte-ciels, Art Davie passe des annonces dans tous les magazines d'arts martiaux, à la fois pour recruter les combattants et pour générer du bouche à oreille, avec des punchlines bien agressives comme So Real It Hurts et Two Men Enter, One Man Leaves. Mais Davie doit aussi trouver des investisseurs pour produire le tournoi, et surtout il doit convaincre une chaîne de pay-per-view de diffuser les matchs. Le pay-per-view, ou télévision à la carte, c'est l'ancêtre de la VOD, et aux USA c'est une institution. Dans le business de la boxe et du catch, ça permet de faire payer les matchs aux téléspectateurs et de faire beaucoup plus d'argent que si les promoteurs devaient se limiter aux entrées physiques. Et tu vas voir que le pay-per-view, ça va être au cœur des problèmes de l'UFC. Mais pour ce tout premier tournoi, Davie a un pitch ultra efficace.
L'UFC, c'est Mortal Kombat dans la vraie vie. Avec ce pitch, il arrive à convaincre SEG, une chaîne de pay-per-view, de diffuser les matchs. Chez SEG, le marketing est pris en main par Campbell McLaren, qui trouve le nom du tournoi Ultimate Fighting Championship. Il remplace le ring de boxe par une cage grillagée, le désormais légendaire Octogone, et le tournoi est programmé pour le 12 novembre 1993. McLaren trouve aussi des slogans chocs comme Death is cheap, et surtout la promesse la plus iconique, pas de règles, pas de sport, pas de limite de temps. Alors, pas de règles, c'est légèrement mensonger, parce qu'il y a quand même 3 interdictions. Ne pas mordre, ne pas frapper aux parties génitales et ne pas enfoncer les doigts dans les yeux. Mais à part ça, c'est open bar, tellement open bar que dès le premier match, le perdant se fait péter les dents. Parce que oui, personne ne s'est dit que ce serait intelligent de rendre les protège-dents obligatoires. Le problème de ce marketing super provocateur, c'est que ça présente le tournoi comme une foire aux monstres plutôt que comme un événement sportif. Du coup, la plupart des médias spécialisés se désintéressent de l'événement. Pourtant, à sa petite échelle, ce premier tournoi UFC, il va cartonner. 8000 spectateurs sur place et 86 000 achats en pay-per-view. Et c'est suffisant pour que l'UFC devienne une franchise. Dès l'année suivante, ils appuient sur l'accélérateur. Ils organisent plus de tournois, ils rajoutent des contraintes de temps pour éviter que les matchs s'enlisent, et ils commencent carrément à s'exporter avec l'UFC 8 qui se déroule à Porto Rico. Mais surtout, les audiences pay-per-view grossissent de tournoi en tournoi, et 3 ans après le premier tournoi, l'UFC atteint le chiffre record de 300 000 acheteurs pay-per-view. Une audience qui dépasse celle de certains matchs de catch et de boxe. Mais l'ascension de l'UFC va être stoppée net par John McCain. John McCain, tu le connais peut-être comme l'adversaire de Barack Obama à la présidentielle de 2008. Mais en 96, il est sénateur et quand il tombe sur une VHS de l'UFC, il est horrifié. Pour lui, ce sont des combats d'animaux. Enfin, ça, c'est la version officielle. En réalité, John McCain a des liens très étroits avec le monde de la boxe qui s'inquiète de la montée en puissance de l'UFC. Le sénateur part alors en croisade et fait pression sur les gouverneurs de chaque état pour qu'ils interdisent les matchs de MMA. Et ça marche, l'UFC se trouve banni dans 36 états sur 50, c'est-à-dire les 3/4 du pays. Du coup, les combats se trouvent exilés dans les états reculés comme la Louisiane, l'Alabama, avec des matchs qui se déroulent sur des parkings de casinos. C'est un coup dur pour l'UFC. Mais tu te souviens que le nerf de la guerre pour les sports de combat, c'est le pay-per-view. Et malgré la pression politique, le pay-per-view tient bon. Pour l'UFC 12, le premier tournoi UFC commenté par Joe Rogan, il y a 120 000 achats pay-per-view. Et ça, c'est inacceptable pour McCain. En 97, il prend la tête de l'équivalent américain de l'ARCOM et fait comprendre aux grosses chaînes de télé que ce serait vraiment bien de protéger les enfants de toute cette violence. C'est un argument très malhonnête, parce que le pay-per-view n'est pas accessible aux enfants, mais les plus grosses télés américaines se couchent. You, as a grown adult, didn't have the option to buy this on pay-per-view. Porn was on pay-per-view. UFC was not allowed on pay-per-view. That's how bad it was. Cette fois, c'est le coup de grâce. SEG perd tellement d'argent qu'ils ne peuvent même plus éditer les matchs en DVD. L'UFC est condamné à une mort par hémorragie financière. Le lobby de la boxe a gagné. Face à l'adversité, Art Davey quitte le navire pour se lancer dans le kickboxing. Mais il reste encore un noyau dur de passionnés pour défendre l'UFC. On va les appeler le Club des 5. Dans ce club, en plus du marketeur Campbell McLaren dont je t'ai déjà parlé, il y a le producteur David Isaacs, l'arbitre John McCarthy, le matchmaker Joe Silva et le commentateur sportif Jeff Blatnick. Pour redorer le blason de l'UFC, il se lance dans un lobbying effréné auprès des commissions sportives. Aux USA, chaque état a sa propre commission. Le but du Club des 5, c'est de convaincre un maximum d'entre elles de réautoriser les matchs de l'UFC. Mais pour que ça marche, ils sont obligés de rajouter des règles. Les coups de boule sont interdits, les gants et les protège-dents deviennent obligatoires, on ne peut plus donner des coups de pied à un combattant à terre, et ils rajoutent des catégories de poids pour éviter les combats David contre Goliath. Le but de ces concessions, c'est de débarrasser l'UFC de son image de combat clandestin. Et ça marche, puisqu'après 4 années de lobbying, l'UFC gagne le droit d'organiser un événement dans le New Jersey. On est en 2000, c'est l'UFC 28 et ça se passe au casino Taj Mahal d'un certain Donald Trump. Mais concrètement, l'UFC est en train de payer le prix de ces années de bannissement. Même si la soirée fait sale comble avec 5000 tickets vendus, ça reste moins que les 8000 spectateurs physiques du premier UFC 7 ans plus tôt. L'UFC a perdu un temps précieux dans son développement et SEG est au bord de la faillite. Du coup, la société de pay-per-view veut se débarrasser de l'UFC et c'est là que Dana White intervient. Dana White, c'est un petit gars du Connecticut qui a découvert la boxe à 17 ans et qui s'est juré de faire carrière dans les sports de combat. Après son bac, il cumule les petits boulots avec un job d'entraîneur de boxe. Il s'installe à Las Vegas et là-bas, il devient le manager de 2 combattants de l'UFC.
Tito Ortiz et Chuck Liddell. C'est comme ça qu'il rentre dans l'écosystème du MMA. Du coup, quand il apprend que Seg veut vendre l'UFC, il se dit qu'il tient l'opportunité de sa vie. Mais il y a un problème, avec son salaire de coach, White n'a absolument pas le budget pour racheter l'UFC. Par contre, il a la chance d'être ami avec deux investisseurs potentiels, les frères Fertitta. Lorenzo et Frank Fertitta, ils gèrent une chaîne de casinos à Las Vegas. Donc en plus d'avoir les moyens de racheter l'UFC, ils connaissent très bien le business des sports de combat parce que Las Vegas, c'est la capitale de la boxe. On est en 2001, les frères Fertitta rachètent l'UFC pour 2 millions de dollars et ils nomment Dana White président. White n'a jamais dirigé une entreprise de sa vie, mais les Fertitta sont convaincus par sa vision et sa détermination. La vision de White, elle est simple. Le MMA a le potentiel de devenir un empire parce que le combat est la seule chose qui transcende les cultures. Sauf qu'à part le trio Fertitta-White, personne n'y croit. Mes avocats me disaient que j'étais fou parce que j'achetais du vide. Je leur ai répondu, ce que vous ne comprenez pas, c'est que je récupère la chose la plus précieuse que je puisse avoir avec ces 3 lettres, UFC. C'est grâce à ça que ça va fonctionner. Tout le monde connaît cette marque, qu'il l'aime ou qu'il la déteste, tout le monde y réagit. Ça ressemble beaucoup au coup de poker d'un investisseur génial, mais la vérité c'est que les Fertitta se sont un peu enflammés. L'UFC est tellement à l'agonie que même le site ufc.com n'est pas dispo. Et comme Seg a revendu les droits d'exploitation pour essayer de se renflouer, les Fertitta doivent sortir 2 millions de dollars supplémentaires pour racheter les droits à Lionsgate. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à leur réseau, les Fertitta arrivent à faire sauter les bans dans plusieurs états, notamment dans le Nevada. C'est une énorme avancée, parce que ça permet à l'UFC d'organiser des tournois à Las Vegas, qui est, comme je te l'ai dit plus tôt, la mecque de la boxe. À partir de là, c'est le début d'une lente renaissance pour l'UFC. Les matchs sont à nouveau disponibles en pay-per-view et certains combats attirent 10 000 spectateurs en présentiel. Dana White décroche même une diffusion historique sur Fox. En juin 2002, pour la première fois de l'histoire, un événement UFC est diffusé sans péage sur une chaîne du câble. C'est un seul match sur les 6 de la soirée, mais ça te montre que White remue ciel et terre pour que l'UFC touche enfin le grand public. Le problème, c'est que malgré le travail acharné de White, les ventes pay-per-view restent catastrophiques. En fait, l'UFC est tombé dans le piège de la tiédeur. Comme les changements de règles ont eu lieu loin des caméras, le grand public lui colle toujours une image barbare sur l'UFC. Encore pire, à force de rendre le MMA plus civilisé, l'UFC est en train de perdre sa core audience, celle qui veut du spectacle extrême. Et cette audience-là, elle se tourne vers le Pride, une organisation japonaise qui a su garder l'esprit extrême des débuts. On arrive en 2004, les Fertitta en sont à 42 millions de dollars investis dans l'UFC et ce n'est toujours pas un business rentable. Ils décident de jeter l'éponge et ils demandent à Dana White de trouver un repreneur. Mais au dernier moment, Lorenzo Fertitta change d'avis. L'UFC a une dernière carte à jouer, puisque personne ne veut regarder leur match, ils ont une idée brillante et vont proposer autre chose. Au début des années 2000, c'est la grande explosion de la télé-réalité. En France, on a Love Story, Koh-Lanta et Autre île de la tentation. Mais aux USA, ils ont des dizaines de concepts différents. Tough Enough, qui suit des apprentis catcheurs, Amish in the City, où des Amish doivent cohabiter avec des citadins, et surtout American Casino, qui se déroule à Las Vegas et qui suit le quotidien d'un casino qui appartient à, je te le donne en mille, les frères Fertitta. Marqués par leur expérience sur American Casino, les Fertitta comprennent que la télé-réalité c'est l'outil parfait pour faire découvrir le MMA au grand public. Dana White développe en urgence le concept de The Ultimate Fighter. 16 combattants enfermés dans une villa, ils seront coachés par des champions de l'UFC et le gagnant remportera un contrat à 6 chiffres avec l'organisation. Problème, les grosses chaînes de télé refusent de produire l'émission à cause de l'image sulfureuse de la ligue. En dernier recours, White propose le programme à Spike TV, une petite chaîne du câble qui vient de se lancer et qui a la même audience cible que l'UFC, les hommes de 18 à 34 ans. Sauf que Spike TV n'a pas le budget pour financer l'émission. Du coup, White et les Fertitta proposent un deal complètement fou à la chaîne. L'UFC va produire l'émission sur ses propres fonds et Spike n'aura qu'une chose à faire, la diffuser. La chaîne accepte et les Fertitta sortent 10 millions de dollars pour produire The Ultimate Fighter. C'est du jamais vu et c'est un détail qui va avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de l'UFC. Ils embauchent Craig Pilligan qu'ils ont rencontré sur American Casino qui est producteur exécutif pour Survivor, la version originale de Koh-Lanta. L'émission est tournée à Las Vegas et la diffusion commence en janvier 2005. Même si tu détestes la télé-réalité, tu vas voir que Craig Pilligan a puisé dans son expérience pour concocter une émission captivante et surtout une machine de propagande à la gloire de l'UFC.
À première vue, l'émission reprend les codes de la télé-réalité classique. Les interviews confessions, les scènes de vie commune, les challenges façon Koh-Lanta comme la course de chaises à porteurs et le découpage de troncs d'arbres. Pourtant, il y a une énorme différence par rapport aux émissions de télé-réalité classiques comme Koh-Lanta ou Secret Story, dans lesquelles les candidats s'ennuient sec entre les épreuves. Ici, on suit des sportifs qui s'entraînent 6 heures par jour, donc il y a énormément de scènes tournées à l'entraînement. Tu rajoutes à ça de la musique métal et un montage ultra dynamique et tu obtiens un programme bien testostéroné qui donne envie d'aller soulever de la fonte. Pour l'audience visée par l'UFC, c'est bien plus inspirant que de regarder une cagole faire de la bronzette sur un transat. Mais Ultimate Fighter ne doit pas juste être plaisant à regarder, elle doit changer l'image de la marque de l'UFC, et pour ça White et Pilligan utilisent un storytelling parfaitement huilé. Déjà, le casting, il a été pensé pour mélanger les personnages attachants et les têtes à claques. Nathan, le père célibataire qui s'occupe seul de sa fille, Chris, le bully arrogant que tout le monde veut voir perdre, et Diego, le mec perché qui fait son yoga sous l'orage pour capter l'énergie de la foudre. Combiné au montage, ce casting permet de construire des arcs narratifs avec des rédemptions et des conflits qui se règlent dans l'octogone. Tout ça permet d'humaniser les combattants et de casser l'image de sport barbare que se traîne l'UFC. Les coachs sont hyper calmes alors que ce sont des vétérans du MMA, les candidats apparaissent comme de vrais athlètes parce qu'ils suivent un entraînement drastique, et le grand public découvre que les combattants sont des bons pères de famille qui suivent un code moral. Nobody's here trying to hurt anybody. That's what people don't understand about mixed martial arts. I'm not here to hurt people. I don't like fighting and I don't like hurting people. I like competing. Et le clou du spectacle, c'est Dana White, qui apparaît régulièrement dans les épisodes pour rappeler aux candidats à quel point c'est une opportunité incroyable de signer un contrat avec l'UFC. Bref, The Ultimate Fighter, c'est un mélange parfait entre une publicité et une opération de rebranding réussie pour l'UFC. On n'a pas les audiences détaillées, mais Spike TV révèle que c'est l'une des émissions avec le meilleur taux de rétention de la chaîne. L'UFC commence enfin à sortir la tête de l'eau, mais ça ne va pas durer. En plein milieu de saison, le président de Spike TV se fait virer, et son remplaçant n'est pas du tout fan de Ultimate Fighter. Du coup, il refuse de signer pour une saison 2. Après 54 millions d'investissements, c'est le chant du cygne pour les Fertitta. Mais avant de jeter l'éponge, l'UFC va partir en beauté. Après la diffusion des 12 épisodes préenregistrés de Ultimate Fighter, la saison doit se conclure par une soirée de match diffusée en direct sur Spike TV. Depuis l'UFC 37,5, c'est la première fois qu'un événement UFC est diffusé intégralement sans pay-per-view. Parmi les 9 matchs de la soirée, il y a la grande finale qui oppose les survivants de l'émission, Forrest Griffin et Stéphane Bonnard. Personne ne le sait à ce moment-là, mais ces deux combattants s'apprêtent à sauver l'UFC. Pendant 3 rounds délirants, ils se battent comme des lions et livrent un spectacle qui est encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs matchs de MMA de tous les temps. À travers les USA, les spectateurs téléphonent à leurs potes pour dire de regarder le match et les audiences s'envolent, avec un pic à plus de 10 millions de spectateurs uniques. Le soir même, les dirigeants de Spike TV retournent leur veste et signent pour une deuxième saison de The Ultimate Fighter. L'UFC est enfin sorti de l'underground et l'impact de l'émission est immédiat. Une semaine après la finale, Randy Couture et Chuck Liddell, les deux coachs de la saison 1, s'affrontent devant une salle comble. Le combat fait 280 000 ventes de pay-per-view et surtout, il fait 2,5 millions de dollars de recettes physiques du jamais vu dans l'histoire de l'UFC. Mais ce n'est pas suffisant pour Dana White. Lui, il veut la suprématie mondiale, écraser la boxe et pulvériser les autres organisations de MMA. There's 8 billion people in the world, so I believe that if I put the right fight on in the right place with the right guys, you could get 8 billion people to watch a fight, I believe. À l'école, si tu veux être bien vu par les professeurs et par tes parents, il faut avoir la moyenne partout. Mais quand tu crées un business, l'important c'est pas d'être équilibré, c'est de trouver tes points forts et de tout miser dessus. Et ça, Dana White l'a très bien compris. Vu le succès de la saison 1, l'UFC met les bouchées doubles sur la télé-réalité et dès 2006, ils annoncent 2 nouvelles saisons. Et comme pour la première saison, ils financent tout eux-mêmes. C'est super important parce que ça leur donne un contrôle total sur leur contenu. Et c'est la méthode qu'ils appliquent encore aujourd'hui. Mais Ultimate Fighter, c'était juste un cheval de Troie pour passer à la télé. Maintenant que l'UFC n'est plus pestiféré, ils diversifient les contenus avec des nouveaux formats diffusés en clair. On y retrouve UFC Fight Night, des combats diffusés en direct, UFC Unleashed, un best-of hebdomadaire des combats précédents, et surtout Countdown, un documentaire qui sert à faire monter la hype avant les gros matchs pay-per-view. Ce contenu gratuit a 2 objectifs. D'abord donner envie aux spectateurs d'acheter le contenu pay-per-view, et ça cartonne. A partir de là, les revenus de l'UFC s'envolent, ils passent de 14 millions de dollars en 2004 à 48 millions en 2005. En 2006, c'est 180 millions et en 2007, c'est 217 millions.
Mais le deuxième objectif du contenu gratuit, c'est d'alimenter le train de la hype. Le pay-per-view, c'était la principale source de revenus dans la première décennie de l'UFC, mais à partir du moment où vous avez des audiences énormes, les canaux de monétisation se multiplient. Aujourd'hui, en plus des tickets physiques et du pay-per-view, l'UFC gagne de l'argent de 3 manières. D'abord le merchandising, par exemple la vente de t-shirts. En 2023, les consommables ont rapporté à l'UFC 43 millions de dollars. Ensuite, les sponsors. Par exemple la boisson énergétique Monster qui paye 10 millions de dollars par an pour avoir son logo dans l'octogone. Pour te donner une idée, le sponsoring c'était 196 millions de dollars en 2023. Et enfin le jackpot, ce sont les droits de diffusion avec ESPN qui paye 300 millions de dollars par an pour diffuser les matchs. Mais évidemment, les pay-per-view et la billetterie physique restent des sources de revenus majeures. Du coup, le nombre d'événements UFC va exploser. Depuis sa création, l'UFC a organisé plus de 720 événements. Mais quand on regarde le détail, on s'aperçoit que 90% de ces événements ont eu lieu après 2005. La première raison de cette explosion, c'est la monétisation. À partir du moment où les matchs de l'UFC deviennent rentables, c'est logique d'accélérer la cadence pour faire encore plus d'argent. Mais il y a une deuxième raison beaucoup plus long-termiste derrière ce choix. Dana White a analysé les erreurs des promoteurs de boxe et je vais te l'expliquer. Même si tu n'y connais rien, tu peux me citer des noms de boxeurs célèbres comme Muhammad Ali et Mike Tyson. Par contre, si je te demande de citer ne serait-ce qu'une seule ligue de boxe américaine, il faudrait vraiment que tu sois un expert de ce sport pour pouvoir me répondre. Pour Dana, le problème de la boxe, c'est le manque de qualité et surtout le manque de régularité dans les événements. Les promoteurs ont tout misé sur les stars sans jamais construire une marque d'entreprise. Du coup, quand il n'y a plus de stars, il n'y a plus d'audience. A l'inverse, Dana White, lui, veut que la véritable star de l'UFC, ce soit l'UFC elle-même. C'est pour ça qu'il doit occuper le terrain avec des événements réguliers et des combattants triés sur le volet pour que le spectacle soit toujours au rendez-vous. Mais cette stratégie, elle se heurte à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faut recruter énormément de combattants pour construire un roster intéressant. C'est pour ça que dès la deuxième saison de Ultimate Fighter, l'UFC s'est mis à racheter ses concurrents. En commençant par le World Extreme Cage Fighting en 2006, puis le Pride en 2007, la International Fight League en 2008 et Strike Force en 2011. Mais il y a un deuxième problème, plus délicat. Depuis son décollage, l'UFC propose jusqu'à 500 matchs par an, répartis sur une quarantaine d'événements, soit presque une soirée par semaine. Du coup, même avec des combattants extraordinaires, l'UFC court le risque de lasser le public. Le remède à ça, c'est encore un ingrédient qui a été testé sur The Ultimate Fighter, le storytelling par le contenu. Avant chaque événement, l'UFC sort Countdown, qui fait partie des formats lancés à la suite de Ultimate Fighter. C'est un format documentaire avec une voix off épique, une musique émotionnelle et des plans de caméra ultra léchés. C'est un format qui met l'accent sur l'histoire des combattants et surtout sur l'enjeu de leur combat. Par exemple, pour l'UFC 313, on n'a pas juste un combattant d'1m93 contre un combattant d'1m91, on a le rescapé des favelas brésiliennes qui doit défendre son titre contre l'orphelin du Daghestan. Et le lendemain du countdown, il commence à publier les UFC Embedded, une série de vlogs qui suit les combattants pendant leur préparation. Et comme c'est du vlog, le format est plus brut et décontracté, permettant d'humaniser encore plus les combattants. 2 jours avant le match, tu as la conférence de presse, où les combattants se trash talk, ce qui peut donner des embrouilles bien spectaculaires. Et la veille du match, tu as la pesée et le face-off qui font encore monter la tension. Tout ce contenu est disponible gratuitement sur YouTube, donc il va être partagé et commenté sur les réseaux. À partir de là, c'est le public qui va faire le travail de promo du match. Et le moyen ultime pour engager le public, c'est de titiller sa fierté nationale. And I brought my whole country with me. We don't, if one of us go to war, we all go to war. 10% of all the tickets sold in Vegas came from Ireland. You should know that. Le combat entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, c'est pas juste un affrontement entre deux excellents combattants. Ça devient le choc culturel entre l'Irlande et la Russie, entre Khabib le musulman réservé et Conor le provocateur qui ramène sa bouteille de whisky à la conférence de presse. Hey guys, Irish only 6 million, Russian 150 million. Et ça donne le plus gros pay-per-view de toute l'histoire de l'UFC avec 2,4 millions d'achats. Dana White marche sur l'eau. Il n'a pas seulement ressuscité l'UFC, il lui a fait dépasser le $1 milliard de chiffre d'affaires en pleine pandémie, alors que tous les événements sportifs, eux, étaient annulés aux USA. Mais White est comme les méchants de comics, il en veut toujours plus, et en 2022, il a lancé les combats de gifles Power Slap.
Un sport de combat 2.0 pour générer des vidéos virales à l'infini et accompagné de sa propre télé-réalité diffusée elle aussi sur YouTube. Power Slap fait encore plus polémique que l'UFC à cause du risque de dommages cérébral pour les pratiquants. Mais Dana White voit ça comme un signe de bon augure. Après tout, l'UFC était jugée barbare et dangereuse, mais aujourd'hui, elle vaut 12 milliards.